Ce que ce reportage nous démontre, encore une fois si besoin est, et sans doute involontairement, c'est que la France est incapable de gérer ce qui lui reste de feu son empire. Pas de Commonwealth, mais un statut vaguement régional au sein de la République. Conclusion, les liens entre la Réunion et les Antilles, ou la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, passent par les ministères ci à Paris. C'est pourtant de ces marches que viendra l'hypothétique salut de la métropole, comme en 1940. Car c'est sur ces petits îlots disséminés de l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'océan Indien, qu'un véritable projet français, synthétique, pourrait prendre forme, bien au-delà de tout ce que la francophonie d'État est en mesure de produire. Une authentique fédération des peuples français reste à faire, en attendant que celle des peuples d'Europe surgisse enfin de la crasse médiocrité de ses élites. Maurice G. Dantec, Le théâtre des opérations, page 606. Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Ceci est le numéro 48 de mes JT intelligents. Et au moment où vous êtes en train de le regarder, je serai certainement dans l'avion ou déjà arrivé à bon port, à savoir en Polynésie française, où je m'exile. Et oui, Dantec a écrit... je recommande vraiment la lecture des 3 tomes, notamment des théâtres des opérations, de Maurice G. Dantec. Et il a écrit ça en 98 ou 99. Et cela fait écho à ma situation personnelle et familiale en 2015, au moment où je vous parle. Parce qu'en effet, j'ai pris la décision de me rendre de manière définitive, en tout cas pour plusieurs années, je pense de nombreuses années, en Polynésie française et plus particulièrement sur l'île de Moorea, qui est à côté de Tahiti, qui est l'île principale de la Polynésie française. Et donc je vais rester en France, c'est ça le paradoxe, parce que je vais rester en France, mais je vais à l'autre bout du monde. Je sors de l'Union européenne, le rêve de beaucoup de ceux qui m'écoutent. Je vais dans un régime autonome, donc de la métropole, que la métropole ne gère que pour les fonctions régaliennes, et tout le reste est géré par un gouvernement autonome, voilà, qui a obtenu son autonomie il y a quelques années, et qui a depuis instauré un régime que je dirais idéal, une sorte de convergence des bénédictions, en opposition à la convergence des catastrophes que la métropole est en train de connaître et ne cessera de connaître dans les mois et surtout dans les années qui viennent. Donc pas d'oppression fiscale là-bas, pas d'impôt sur le revenu, pas de droit de succession, pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de transmission, même pas d'abus de bien social. Vous pouvez tout déclarer sur votre société sans avoir de facture. Une bénédiction donc libérale, si je veux être en cohérence avec mes principes libéraux, je ne peux pas rester dans une métropole que je nourris par mes impôts. Vous comprenez bien que c'est pas cohérent. Si on veut être cohérent, il faut soit carrément s'expatrier, mais comme je suis patriote, je reste en France et je choisis le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la Polynésie française, qui est un véritable paradis fiscal, voilà, encore un paradis fiscal en opposition à cet enfer fiscal que nous sommes des millions, des dizaines de millions de Français à connaître, au bénéfice d'une minorité de fonctionnaires et d'assistés en tout genre. Donc au niveau fiscal, au niveau écologique, alors qu'aujourd'hui la France est en train de polluer, la France et même l'Europe est en train de polluer la terre de manière intempestive et je crains définitive, peut-être même irréversible. En Polynésie française, vous avez une nature qui est préservée encore. Je vous invite à regarder des vidéos sur cette partie du monde qui est la France donc, et qui fait de la France la 2e puissance maritime au monde, donc vraiment un symbole de notre puissance. Et bien là-bas,
les côtes sont protégées. Il n'y a pas encore eu de crise pétrolière là-bas avec tout ce qu'on a connu en Europe. Donc la faune et la flore est encore préservée. Les humains, parce qu'il y a des Français là-bas, ils sont préservés eux aussi d'un certain matérialisme qui les pousse à la consommation. Les enfants ne demandent pas la nouvelle console de jeu qui vient de sortir ou à aller à Disneyland Paris ou que sais-je, parce que ça n'existe pas là-bas. Ils demandent à aller jouer avec les dauphins, à aller sur la plage ou dans les bois, parce que vous avez tout type de dénivelé là-bas. Alors il n'y a pas la neige, c'est vrai, mais c'est à peu près tout ce qui manque. Donc une bénédiction également au niveau donc, de l'Union européenne, je l'ai dit, donc toutes ces lois qui s'imposent sur la France ne s'imposent pas. Ça je vérifierai justement lors de mon long séjour là-bas. Je vous ramènerai des enquêtes et des débats, je pense, sur la différence entre la métropole et la Polynésie française, que je découvre au fur et à mesure que j'ai décidé de m'y rendre, sur lesquels je n'y suis jamais allé, et donc je ne sais pas encore dans quelle mesure les directives européennes s'y appliquent, mais théoriquement, de ce que j'ai pu voir, la Polynésie française ne fait pas partie de l'Union européenne. Voilà, ça c'est quand même appréciable. De même, il n'y a pas de mariage pour tous là-bas, par exemple. Il faut savoir que tout le monde est chrétien, ou à peu de choses près. 98% des gens se disent encore chrétiens. Ils sont très fervents catholiques ou protestants. Il y a quelques mormons aussi. Alors, tout dépend si on considère les mormons comme des chrétiens ou pas, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. En tout cas, voilà, tout le monde a la foi. Ce qui fait qu'on est très éloigné de la France socialo-marxiste actuelle. Du mariage pour tous, de la théorie du genre, etc. Pas de mariage pour tous là-bas, a priori pas de théorie du genre, j'aurai l'occasion de le vérifier également. J'enquêterai sur évidemment la théorie de l'évolution, qui est un des piliers du marxisme, sur lequel j'ai commencé d'enquêter ici en France, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi les derniers mois d'enquête et débat. Donc voilà, véritable convergence des bénédictions, pas d'islam. Bon, donc là je ne vous cache pas qu'il y a aussi une volonté pour nous, c'est-à-dire moi et ma famille, de vivre en sécurité. Et là, force est de constater que ce n'est plus possible. Je reçois, si ce n'est des menaces, en tout cas des messages très clairs. J'en ai reçu de la part de marxistes, comme vous le savez. J'en reçois de la part d'antisémites bien français, bien catholiques, bien blancs, hélas, qui me taxent de mauvais juifs ou je ne sais pas quoi. Et puis, évidemment, les musulmans, ou certains musulmans qui voient d'un mauvais œil, évidemment, la publication de certains des livres que j'édite ou que j'écris moi-même. Là, vient de sortir le livre d'un ex-musulman, Majid Oukasha, Il était une fois l'islam, un livre majeur, je pense, fondamental, qui a tendance à faire perdre leur foi aux musulmans qui daignent le lire, par défi de voir vraiment si leur foi tient le coup. Et souvent, c'est pas le cas. Et ça, c'est uniquement sur des bribes du livre. Il vient de sortir, ou il va sortir là, dans les jours qui viennent. Donc, ils n'ont pas encore eu l'occasion de le lire en entier. Mais ceux qui le lisent, déjà par bribes, ont tendance à perdre leur foi parce qu'il n'y a pas un jugement moral dans ce livre sur l'islam, mais c'est vraiment... c'est fait par un ex-musulman qui connaît ça vraiment sur le bout des ongles, sur le bout des doigts. Et l'effet est dévastateur pour la foi musulmane parce qu'il démontre par A plus B que c'est n'importe quoi, que c'est un mensonge de A à Z, littéralement, et que ça n'a rien à voir avec le jugement moral. Effectivement, on peut avoir un jugement moral en plus, mais lui s'en tient vraiment au factuel, au hadith, au Coran. Et c'est un massacre, hein, je peux dire. Donc évidemment, étant l'éditeur, très fier éditeur de ce livre, et puis d'autres qui vont arriver, vous allez voir Comprendre l'islam de Guillaume Fay qui va arriver, ça va être sur un autre plan tout à fait complémentaire, ça va être un autre genre de massacre. Et donc, plus tous les livres que j'ai déjà édités, c'est Merki Courtis Islamis, qui est la seule enquête sur le financement des mosquées en France, financement étranger, financement public.
Voilà un livre qui a dépassé les 11 000 ventes sans le moindre média. La mosquée Notre-Dame de Paris, évidemment. Le livre noir de l'islam dont je suis l'auteur. Ces grands esprits contre l'islam. Bon, des livres dont vous n'entendez jamais parler dans les médias, évidemment. Enfin, je dirais évidemment, si on était en pays démocratique, on en entendrait parler tout le temps, mais là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je pars aussi. Donc, en Polynésie, pas d'islam. Voilà. Je vais vous passer un extrait d'un reportage, parce qu'il y a des musulmans, évidemment, qui ont voulu s'installer là-bas, très récemment, et voilà l'accueil qui leur a été réservé. Bonsoir, bienvenue sur La Première. Dans l'actualité ce soir, la charia, faut pas charrier. Le cri du cœur des manifestants anti-mosquée s'est élevé haut et fort dans les rues de Papeete ce matin. Plusieurs centaines de Polynésiens, pas racistes mais réalistes, selon leur slogan. Miss Venezuela. C'est une première. En Polynésie, la manifestation contre l'ouverture d'une mosquée a finalement rassemblé 400 à 500 personnes, malgré le long week-end. Loin d'être des habitués des marches contestataires, les Polynésiens ont brandi banderoles et pancartes contre le Coran et l'islam. Natacha Silagi, Pierre-Emmanuel Garot. On veut protéger nos enfants contre l'invasion de cette religion qui vient pour nous tuer. En quelque sorte, c'est ça la charia. Tous les prises d'otages, tous les terrorismes, les crimes, tout ça sont commis à 99% par des musulmans. Ça me suffit comme exemple pour avoir peur d'eux. Un vrai choc de culture, pas raciste mais réaliste. Les manifestants ont crié non à la mosquée en ajoutant la charia, faut pas charrier. Une scène que l'on n'aurait jamais imaginé voir un jour à Papeete. Vous pourriez imaginer en tant que policier encadrer une manifestation comme celle-là en Polynésie française? Moi je n'imagine rien, j'interviens sur la réalité. Des refrains que l'on ne fredonne pas ailleurs. Et des slogans qui ne font pas dans la demi-mesure. Non à l'islam, non à l'imam, oui au porciné, oui au variné. Ou quand les couleurs tahitiennes se portent haut. Vive le cochon! On va manger le cochon avec le tarot! Pas pour eux! Vous ferez tout ce que vous pouvez pour qu'ils s'en aillent de votre pays? Tout à fait, tout à fait. On ne veut pas ici en Polynésie. Nous, on a nos côtés, on a notre religion. Et tandis que la police bloque la rue du culte musulman pour éviter tout débordement, la jeune génération se laisse aller. Tout le monde est là, tout le monde chante, c'est le cœur des Polynésiens qui parle, donc c'est super. Les manifestants ont reçu beaucoup d'encouragement lors de leur passage dans la capitale et pendant qu'ils rappelaient leur attachement à la Bible. Après 3 kilomètres de marche, les anti-mosquées sont arrivés devant les grilles de l'Assemblée. Ils y ont déposé pancartes et banderoles, comme des gerbes, et comme pour dire adieu au Coran et à la mosquée. Voilà, donc vous voyez qu'on est très loin de la France. Et il y avait une Miss France d'ailleurs qui avait, enfin en tout cas une candidate, Miss Tahiti je crois, qui avait comparu devant le tribunal Miss France et une question lui avait été posée sur l'islam. Elle avait dit moi j'ai peur de cette religion, etc. Et ça avait été quoi, vous êtes islamophobe, enfin bref. Donc voilà, on est sur deux mondes différents, bien que ce soit la France, et on voit bien là qu'on a affaire à une France, une vieille France je dirais, une belle France en plus, de qualité, parce que c'est un tourisme, l'activité principale là-bas, c'est le tourisme. Hein. Et donc, c'est un tourisme de très haute qualité, parce que c'est pas comme à Hawaï où vous avez des millions de gens qui y vont, et là, c'est le matérialisme qui règne, c'est un peu le Disneyland de là-bas. La Polynésie, c'est tout à fait différent, et il faut payer assez cher pour s'y rendre. Et donc, ça fait un tri par le haut. Donc, il y a beaucoup moins de quantité, beaucoup plus de qualité. Et ça permet vraiment de garder un paysage intact et de ne pas baigner dans ce tourisme de masse qui défigure tout et qui fait partie des choses auxquelles on doit réfléchir profondément si on veut refonder une nouvelle société française déjà et puis au niveau peut-être plus européen et peut-être mondial, parce que là on est dans une crise morale, une crise économique, une crise, une convergence des catastrophes, une crise religieuse, crise de foi.
Et ça fait très mal les crises de foi. Donc moi c'est aussi pour cela que j'y vais. C'est pour me ressourcer après 10 ans de combats intenses sur lesquels je vais revenir. Mais avant cela, je dois vous dire, je dois vous avouer, bien que ce ne soit pas une faute, mais je dois vous avouer la raison majeure, la raison principale de mon départ, qui n'est finalement pas celle que je viens de vous égrener, bien que ces raisons soient évidemment valables et valides, puisque je les découvre en fait au fur et à mesure que je comprends la raison pour laquelle je vais en Polynésie. Et donc ça paraît un peu bizarre, parce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la raison humaine aurait tendance à dire, bon ben voilà, je dois partir de ce pays, où est-ce que je dois aller? Donc nous, on avait eu cette réflexion au départ avec ma femme, on s'était dit, bon, on ira en Corse, parce que là-bas, bon, l'islam n'est pas très bien accueilli, et puis il fait un peu plus chaud, et puis voilà, on reste suffisamment proche de la métropole au cas où, etc., la famille, les amis. Et en fait, on y est allé 4 jours à la fin de l'année dernière, et on s'est bien rendu compte que c'était aussi en phase quasiment terminale comme en métropole. Il n'y a aucune différence, même si les gens sont beaucoup plus anti-islam là-bas. Malheureusement, on a compris avec un peu de renseignements sur Internet et autres que les vagues d'immigrés vont commencer à déferler par le sud et donc par la Corse. Et même si les Corses sont anti-islam, ça ne changera pas grand-chose au fait que la guerre sera déclarée là-bas comme ailleurs, en France et en Europe. Elle va peut-être même commencer là-bas. Donc voilà. Mais c'était la raison humaine qui nous poussait là-bas. Et donc on voit que c'était une impasse. Par contre, il se trouve que voilà, j'ai été converti au christianisme le 18 décembre 2014 à 1h24 du matin. Voilà, c'est assez important. Souvent les convertis vous donnent la date précise et l'heure précise. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un changement, une renaissance, changement de peau, comme les lecteurs d'Enquête et Débat ont pu le constater dans ce que j'écris de avant et après. Évidemment, il y a un changement radical. Ça vient de cette conversion, et un des messages qui m'a été transmis lors de cette conversion, c'est que je devais me rendre en Polynésie française. Voilà. Donc ça, je ne peux pas le dire autrement. C'est ce que j'ai dit à ma femme le matin même, à ma grande surprise d'ailleurs, mais je me suis entendu lui dire, chérie, nous allons en Polynésie. Et je n'y ai jamais mis les pieds. Je n'ai jamais eu envie d'y aller. On avait regardé un reportage il y a très longtemps, on s'était dit, wow, c'est pas pour nous, parce qu'on avait vu des gens locaux qui nous paraissaient un peu retardés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on voit le même reportage qu'on avait vu à l'époque, et on se dit, mais c'est génial, voilà. Donc c'est une question de perception. Et donc je ne sais pas m'expliquer ni cette conversion, ni la raison pour laquelle j'ai été appelé là-bas, mais je constate que j'ai bien été appelé là-bas, que je l'ai bien dit à ma femme le matin, et que je comprends de mieux en mieux au fur et à mesure que je me renseigne sur la Polynésie française. Tout ce que je viens de vous dire, par exemple, je ne le savais pas à ce moment-là, et je me rends compte que c'est évident, c'est du domaine de l'évidence, mais pas de l'évidence rationnelle a priori, c'est de l'évidence rationnelle a posteriori, donc ce qui est théoriquement impossible, mais voilà, c'est le message que j'ai reçu. Et je dois vous avouer aussi que ce message, je l'ai refusé dans un premier temps. Je n'ai pas refusé ma conversion, mais j'avais refusé d'aller en Polynésie. Ça me paraissait trop loin, trop de changements, trop de bouleversements. Vous imaginez, donc là on a tout vendu ici, les meubles, tout est parti. Et on partira donc dans les jours qui viennent. J'avais refusé, et donc on est allé en Corse quelques jours, parce que c'était là où la raison nous menait. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas abouti. Donc, jour après jour, donc 18 décembre, fin d'année, c'est les fêtes de Noël, etc. Il y a des voitures qui commencent à rentrer dans les gens, hein, si vous vous rappelez. Ensuite, 7 janvier, 8 janvier, 9 janvier, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et là, on se dit, bon, ok, donc le message est passé, on va en Polynésie française, parce que on est sur la liste, quoi. C'est évident que moi-même, étant en avant, de par le combat que je mène depuis 10 ans, sur l'islam notamment, et puis sur le marxisme et tout ça, il est clair que je suis en danger imminent si je reste ici, et qu'en plus je suis appelé ailleurs, donc c'est certainement que
j'ai des choses à faire ailleurs de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est pas une fuite. Mes ennemis ou mes contempteurs diront que c'est une fuite, mais je les laisse à leur délire, parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est un appel. Donc moi, je réponds à l'appel et je découvrirai sur place et je vous ferai découvrir en même temps ce que je vois, c'est mon métier, hein, je suis journaliste, donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis appelé. C'est pour rendre compte d'une situation qu'on n'imagine même pas, je pense, parce que plus je me renseigne, oui, Dantec le dit aussi, plus je me renseigne sur la Polynésie française, plus je me rends compte que qu'il y a là-bas la vraie France, la France peut-être des années 50, 50-60, voire de bien avant. Parce que quand est-ce que la France avait 98% de chrétiens, par exemple? Ça, il faut remonter très très loin. Quand est-ce que la France était propre écologiquement? Quand est-ce qu'elle n'était pas imbibée de matérialisme? Quand est-ce qu'elle n'avait pas d'islam, etc. Alors là, on pourrait remonter très très loin. Quand est-ce qu'elle était encore fière de son identité? Parce que, comme on l'a vu dans le reportage, les Polynésiens, les Français de là-bas, ils sont fiers d'abord et avant tout de leur identité, et c'est pour cela, identité religieuse, culturelle, etc., et c'est historique, et c'est pour ça qu'ils refusent l'islam. Et c'est pour ça qu'ici, on laisse faire l'islam, c'est qu'on n'a plus cette identité, c'est qu'on n'a plus cette culture, c'est qu'on n'a plus cette religion. Et donc la nature ayant horreur du vide, ben voilà, l'islam s'installe, c'est une conséquence du marxisme dont le propre est de détruire la foi, de détruire la culture, de tout détruire en fait. Et de faire table rase, vous savez, comme on dit. Et de ce chaos, on espère, en tout cas les marxistes espèrent l'égalité. Oui, c'est l'égalité puisque tout est par terre. Donc effectivement, tout est au même niveau, mais par terre. Alors après François Lafrancisque, comme dit Dantec, et puis on a eu François le Mollusque. Bon, là ça fait 3 ans, on voit bien que les 2 ans qui arrivent vont être les pires, parce qu'il va accélérer encore les réformes. Il a sans doute conscience qu'il ne sera pas réélu, sauf catastrophe majeure, qui pourrait lui servir un peu comme les attentats de Charlie Hebdo, alors qu'il en est complètement responsable. Et donc il va accélérer, je ne sais pas, certainement l'euthanasie, certainement... ils ont encore beaucoup à détruire, parce que la société n'est pas encore complètement détruite.